Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Bonjour, je vous invite à aller un peu plus loin que la semaine dernière avec le sujet d'aujourd'hui, trouver la bonne fréquence pour s'épanouir à deux dans les relations sexuelles. Les questions ont souvent tourné autour de quelle est la bonne fréquence, mais il est très difficile pour certains de savoir comment trouver la bonne fréquence. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous donner quelques éléments concrets et pratiques pour trouver la bonne fréquence. Le premier, c'est d'apprendre à s'observer soi-même. Parce qu'en fait, vous vous rendez bien compte, si vous prenez le temps de vous observer, que votre humeur, votre sensibilité évolue et votre désir de sexualité évolue en fonction de certains paramètres. J'ai choisi de vous donner quelques signes pour vous aider à trouver la fréquence qui vous correspond à vous et peut-être à votre conjoint qu'il puisse faire également ce même travail sur lui-même de manière à ce que vous puissiez échanger ensemble sur la fréquence qui vous paraît être la bonne, les moments, etc., la période. On s'arrêtera un peu plus avec les notes que j'ai prises ici, mais également pour votre conjoint. Premier élément que je pense nécessaire de prendre en considération, c'est de vous observer, d'apprendre à vous connaître. Si vous arrivez à vous connaître et que vous vous connaissez bien, vous pourrez aider votre conjoint à répondre à votre besoin. Parce qu'en fait, derrière cette démarche, dans le cœur de cette démarche, il y a cette idée de répondre à votre besoin. Quand vous voulez faire l'amour, vous voulez répondre à votre besoin. Je sais qu'il y a une part d'altruisme, mais il y a une part fondamentale de répondre aux besoins. On ne peut pas répondre aux besoins d'un autre, aider un autre, entendre un autre, si on n'a pas ses propres besoins assouvis. Donc vous êtes forcément dans cette démarche-là. Vous pouvez donc voir les signes dans votre fonctionnement alors que vous êtes épanoui en relation sexuelle, alors que vous passez par des périodes de frustration, de crise, de conflit, de besoin de satisfaction. Prendre de la hauteur pour essayer de voir un peu l'évolution de votre vie, comment elle se projette. Vous pouvez peut-être identifier les moments pendant lesquels vous sentez de l'agacement, par exemple, de l'impatience ou de l'irritabilité ou une certaine déprime, et vous dire, est-ce que pendant ces moments-là, ces émergences émotionnelles ne seraient pas des signaux qui montreraient que j'ai pas du tout envie de rapport sexuel, ou à l'inverse, que je suis en manque de rapport sexuel. Posez-vous cette question, par exemple, de manière très simple. Vous vous rendez compte que les mêmes signes peuvent vous servir pour vous alerter d'une carence, d'un manque, d'une frustration, d'un besoin, d'un désir, et en même temps, pour vous signaler les moments opportuns, propices pour vivre ce que vous voulez vivre. Donc c'est à vous après d'aller vous observer et décoder ce que vous voulez vous dire à vous-même, simplement. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous focalisiez aussi sur votre désir, que vous entendiez votre désir, à quel moment vous avez le plus de désir, à quel moment vous en avez le moins. J'arrive sur la deuxième moyen d'observation que je propose, c'est d'observer vos cycles de vie. On connaît très bien les cycles féminins. Je dis très bien, les femmes connaissent leur cycle féminin pour la plupart, mais certains hommes sont complètement ignorants de l'existence de cycle féminin. À quel moment les femmes sont, à leur insu, plus enclines à faire l'amour. Je vous laisserai chercher, je ne vais pas vous donner les éléments techniques, parce que je trouve que c'est intéressant quand on cherche, savoir quand est-ce qu'il y a cette montée des hormones qui fait que la poitrine augmente, que les lèvres deviennent plus rouges, le teint devient plus rouge, et la femme est plus encline à faire l'amour. Ça veut dire que vous êtes de fait conscient qu'il y a des moments où elle l'est moins. Elle va dégager moins de phéromones, moins de désirs, elle sera moins attirante, elle va se laisser aller à se dire non, j'ai pas envie, à faire sa petite vie tranquillou. Donc, apprendre, quand on est une femme, apprendre de soi-même ses propres fonctionnements et être à l'écoute pour pouvoir les verbaliser à son conjoint. Quand on est un homme, découvrir le fonctionnement de sa femme pour l'inviter à verbaliser, je pense que c'est un exercice qui peut être intéressant, surtout quand on intègre l'idée qu'on est dans une irrégularité, parce qu'il y a des cycles. Et vous, messieurs, je dis vous, messieurs, sera t on un peu grave, vous faites partie de ces gens qui vous connaissez si mal. Nous avons aussi des cycles, les hommes. Il y a des moments où on a plus envie, des moments où on a moins envie. Pourquoi ? Est-ce que vous avez pris le temps, est-ce que vous prenez le temps de vous observer pour voir cela ? Peut-être vous pouvez le faire sur au moins une quarantaine de jours,
Ce qui serait génial, c'est de le faire sur un trimestre pour vous rendre compte que vous avez aussi vos cycles, des moments où vous avez plus envie, des moments où vous avez moins envie, des moments où vous avez plus de désir de ceci ou de telle approche de rapport sexuel et d'autres moments où vous avez moins envie, qu'on vous touche, qu'on vous parle, qu'on vous dise des mots doux ou des mots durs. Apprenez à vous observer pour donner à votre conjoint les éléments dont elle aura besoin pour profiter de ce que vous aurez à proposer et à partager dans cette irrégularité qui, je dis, est vraiment normale. Et je prends l'exemple de l'alimentation. Voilà, vous avez faim. Vous avez remarqué que pour vous alimenter, les choses évoluent. Il y a des moments où vous avez davantage faim, et puis des moments où vous avez moins faim. Et puis il y a des moments où vous avez faim de telle et telle chose, et puis d'autres moments où vous n'avez pas envie de les manger, ces choses-là, parce que ça ne vous branche pas du tout. Et d'être dans cette perception d'une sensibilité profonde intérieure personnelle me semble être particulièrement aidant. Prenez conscience de votre appétit, de votre variance d'appétit, de vos cycles d'appétit, de vos envies, de vos non-envies. Et du coup, vous aurez une relation à vos relations sexuelles différente si vous êtes sensible à ce naturel d'un appétit grandissant, diminuant, un appétit spécifique pour tel et tel aspect ou tel et tel aliment, et puis un appétit plus spécifique pour d'autres. Alain Héril, qui est sexologue, dit aussi combien il est important de ne pas rentrer dans une relation mécanique, je dirais, comme il dit, tous les dimanches et tous les mardis à telle heure, parce que ça va risquer de réduire l'appétit. C'est comme si on vous disait, bon, il y a des personnes qui aiment ça, mais c'est comme si on vous disait que tous les lundis midi, c'est pâtes, les mardis midi, c'est frites, les mercredis midi, c'est épinards, le jeudi, c'est artichaut, et le vendredi, c'est chou-fleur. Ça peut être rassurant, mais ça peut être déstabilisant en termes de désir et de plaisir alimentaire. La plupart des couples qui mettent ces rendez-vous de rapport sexuel le font pour se rassurer. Si ça marche pour vous, très bien. Mais si vous percevez que ça a un impact sur l'appétit sexuel, le désir, vous sachez que ça peut être intéressant pour vous de changer ce menu de manière à vous retrouver dans une envie de consommer certaines choses, un petit peu parfois quand on a envie. Et je resterai justement dans ce troisième aspect sur l'image alimentaire, parce que je la trouve intéressante, c'est que l'envie se nourrit, on se donne envie. Vous voyez, quand on se projette sur un plat en se disant « Tiens, je vais me faire des lasagnes, ou je vais me faire des brocolis vapeur avec un filet de truite au poivre », rien que l'idée fait que je crée l'envie, je nourris le désir. Dans les rapports sexuels, c'est pareil. On se focalise sur la fréquence, mais pourquoi ne pas se focaliser aussi sur des éléments qui vont nourrir le désir, et en ce sens, vont empêcher la monotonie ou limiter la monotonie qui peut s'installer. Attention, monotonie ne veut pas dire qu'on fait la même chose au même endroit. On peut faire l'amour au lit, le faire une fois par semaine, sans que ce soit monotone, ou même 3 fois par semaine, sans que ce soit monotone. Donc c'est pas la fréquence et la manière qui déterminent la monotonie, c'est l'état d'esprit qui détermine cette monotonie. Parce que si ça ne vous convient pas, là ça va être monotone. Mais si ça convient à un couple, là, bingo, jackpot. Quand vous avez la volonté de donner du désir, de nourrir le désir, mais vous pouvez le faire en vous posant certaines questions, et je pense notamment à ce que vous voulez dire quand vous faites l'amour. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous avez un rapport, je dis faire l'amour, mais ça peut être baiser, libre à vous de choisir le terme qui vous va le mieux, ou coucher ensemble, ou avoir un rapport, voilà. Je vous laisse la discrétion de votre expression la plus adaptée, peut-être au moment ou à la manière, je vous laisse libre de cela, mais si vous êtes conscient de ce que vous voulez dire, de ce que vous voulez offrir, ça vous aidera à nourrir peut-être cette démarche. Et puis, aussi ce que vous voulez dire donc de vous-même dans votre rapport, mais ce que vous voulez dire à l'autre dans votre rapport, quel que soit le nom que vous choisirez de lui donner. Et au-delà de cet aspect qui est vraiment quelque chose qui touche au fond, c'est aussi intéressant de regarder les rapports comme étant un jeu, un plaisir. C'est là qu'est le plaisir. Quand il y a un jeu, c'est comme quand on est à table. J'ai dit j'allais prendre cette image de se nourrir. Quand on est à table, on a du plaisir à manger, on a un jeu là-dessus, on va aller goûter des saveurs
on a fait une association différente, on a rapporté un ingrédient différent, ou cuisiné d'une manière différente, et du coup, eh bien, le jeu des sensations va varier. On peut aussi avoir ce même exercice dans notre rapport sexuel. Et du coup, avoir une relation au rapport qui soit de la gourmandise. Là, on va se lâcher, on a envie de quantité, on a envie de se régaler, de s'en mettre plein, voilà. Ça peut être aussi un rapport apéro, je pense à une petite quantité, un petit verre, un petit truc à grignoter, qui va faire du bien, et ça sera très court, comparé à peut-être à la gourmandise, où on va aller vraiment sur presque un buffet all you can eat, et buffet à volonté. Il peut y avoir ici une approche, je dirais, gueuleton, qui est encore plus que gourmande, où on va passer peut-être des heures, peut-être une journée, un week-end à faire l'amour et à refaire, à changer, à avoir un rapport plutôt fort, un rapport plutôt tendre, un rapport plutôt long, un rapport sans coït, un rapport avec coït, un rapport oral. Bref, on va varier comme dans vraiment un gueuleton, où on va encore s'en mettre encore plus que dans un rapport gourmandise. On peut être dans un rapport buffet, où on va picorer, on va goûter un petit peu de ça, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Et vous savez, un petit peu comme dans certains buffets dans lesquels vous ressortez, vous n'êtes pas rassasié. Vous avez goûté à plein de choses, mais vous sentez que le désir est encore présent, même si le plaisir a été là. Certains le voient comme étant très négatif, parce qu'à chaque fois ils sont devant un buffet, ils ont envie de sortir de là rassasiés. Mais parfois, ça peut nourrir le désir de se dire, ça tend vers le prochain moment où on va avoir un nouveau rapport. Et ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis, j'ai noté aussi le rapport barbecue, vraiment détendu, où on est vraiment cool, comme entre potes. Peut-être qu'on va le faire d'ailleurs ailleurs que dans la maison, parce que le barbecue, on le fait généralement pas dans la maison. Donc, que ce soit au jardin, que ce soit ailleurs, je ne sais pas quel endroit ça peut être, mais donc on va jouer sur l'endroit, on va jouer sur l'état d'esprit, détente. Et là, ça peut être l'occasion aussi de s'amuser dans nos rapports. Et on va sortir surtout de la relation classique. Quand je dis ça, c'est pas forcément pour dire que la relation classique soit négative. Elle n'est négative que si elle est problématique. Si pour vous la relation classique vous convient tout à fait, bingo, continuez, régalez-vous avec cette relation classique. Je voudrais passer à un quatrième point qui est le moment. Vous avez remarqué qu'il y a des moments où vous avez plus envie de rapport, de faire l'amour, de sexualité, puis des moments où vous avez moins envie. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de cycle, mais au-delà du cycle, je voudrais aussi, parce qu'on peut être dans un moment haut où effectivement on est prêt à ça, mais c'est pas le moment pour soi. Et d'arriver à dire au conjoint, écoute, je préfère pas, c'est pas le moment, sans le blesser évidemment, eh bien c'est quelque chose qui, pour moi, est important dans cette capacité à pouvoir se dire et à se savoir écouter, ou à pouvoir dire en se sachant écouter. Donc je voudrais juste souligner ça vient se rajouter à un élément que j'ai donné tout à l'heure, mais je voudrais vraiment l'évoquer, ne pas oublier d'en parler. Et puis, le cinquième point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est la notion de plaisir. Alors évidemment, tout est corrélé, mais je voudrais le souligner un peu plus en disant, attention, les statistiques montrent que 7% des femmes n'ont jamais d'orgasme. Alors, on peut faire l'amour, être épanoui et ravi sans orgasme. Mais la question est à poser à votre conjoint. Si votre conjoint fait partie de ces 7%, n'a jamais d'orgasme et le vit bien, bingo. Par contre, si il ou elle le vit mal, eh bien c'est difficile. Les statistiques que je vous donne là sont pour les femmes. Les hommes, généralement, arrivent plus facilement à l'orgasme. Mais 7% des femmes n'ont jamais d'orgasme. Eh bien la question se pose de savoir pourquoi est-ce que mon conjoint n'a jamais d'orgasme parce que ça ne la branche pas? Est-ce qu'elle n'a jamais d'orgasme parce que je ne suis pas à l'écoute? Est-ce qu'elle n'a jamais d'orgasme parce qu'elle ne sait pas me dire quel est son besoin, parce qu'elle ne se connaît pas suffisamment, parce qu'elle n'a jamais appris à avoir un orgasme? Et en posant toutes ces questions sur la table, je vais pouvoir aussi toucher évidemment à la fréquence des rapports sexuels, parce que ça se met sur la table. Une autre statistique montre que 50% des femmes, encore une fois, c'est assez étonnant qu'on voit que les études sont faites davantage sur les femmes, je ferme la parenthèse, 50% des femmes ont un orgasme. Ça veut dire que 50% n'en ont pas. C'est pas qu'elles n'en ont jamais, c'est qu'elles n'en ont pas quand elles voudraient en avoir un. La fatigue peut être généralement un des facteurs freinant l'orgasme. Si vous voyez que votre conjoint est fatigué, votre femme est fatiguée,
déjà vous savez que vous allez limiter le risque, ou réduire le risque qu'elle ait un orgasme. Deuxième facteur, si vous sentez que votre femme n'a pas envie d'avoir un orgasme, ne cherchez pas à lui en donner un. Combien de femmes disent qu'elles se sentent obligées d'avoir un orgasme, alors justement elles simulent, 50% des femmes simulent parce qu'elles estiment qu'elles vont pouvoir, j'allais dire quelque part se débarrasser, faire en sorte que leur conjoint sera satisfait et va cesser de vouloir chercher à tout prix. Il arrive parfois qu'une femme ne veuille pas d'orgasme et se découvre « Ah, je ne pensais pas en avoir un, mais là, ça y est, c'est venu et voilà, c'est heureux. » Mais nous, hommes, ne soyons pas de ces ballots lourds à vouloir imposer à notre conjoint d'avoir un orgasme parce que ça nous fera plaisir à nous et que ça va venir flatter notre ego. Ce qui compte quand on a un rapport, c'est non pas de flatter notre ego, mais de répondre à un besoin qui est peut-être nôtre, évidemment, mais un besoin qui est aussi celui de notre conjoint. Je note juste que quand le plaisir est présent, l'idée d'y revenir est plus fréquente. Donc parfois on se pose la question, mais pourquoi mon conjoint ne veut pas plus faire l'amour? Est-ce que la question n'est pas de se dire, est-ce que mon conjoint a du plaisir quand on fait l'amour? Parce que justement, si le plaisir répond à un de ses besoins, la fréquence sera de fait impactée, parce que quand il y a du plaisir, il y a moins de devoirs. Et quand il n'y a pas de devoirs, il y a plus de plaisir. Donc surtout, évitons les rapports qui demandent ou qui soient sous chapeau de devoirs. Je pense que ça serait vraiment génial que ça n'existe plus, que ce soit éradiqué, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Voilà. Comme on disait, répondre au devoir conjugal. Oh là là, quelle horreur, cette phrase. Sixième point que j'ai mis sur mes notes, c'est d'offrir sans obliger. Voilà, je suis en train d'enfoncer le clou du point que je viens d'évoquer à l'instant. D'être dans la différenciation entre le plaisir et l'orgasme. On peut avoir beaucoup de plaisir sans orgasme. Et d'avoir aussi à vouloir infliger des pratiques gênantes. Si mon conjoint ne veut pas ça, je ne lui impose pas. Certains posent la question, mais est-ce que je peux obliger mon conjoint à une fellation ou avoir un rapport anal? Mais en fait, le début de la question répond à la question. Est-ce que je peux obliger? Non. Voilà, la réponse est non. Quelle que soit la suite de la question, la réponse est non. Que ce soit votre conjoint, votre patron, votre copine, votre voisin, ou que ce soit en rapport avec autre chose que la sexualité, vous n'obligez personne. Je dirais même en tant que parent, vous n'obligez pas votre enfant. Donc on n'oblige personne. Parce que la liberté et l'amour, c'est comme le recto et le verso d'une pièce. Donc à partir du moment où on sort de cette idée d'obligation et qu'on est plutôt dans la proposition, j'offre, et tu acceptes ou tu refuses, et bien évidemment, la notion de rapport, de fréquence de rapport, va changer si l'autre se sent libre. Peut-être que la fréquence va baisser, mais qu'on aura davantage répondu à son besoin. Peut-être que la fréquence va augmenter, et que parce qu'il aura davantage de réponse à son besoin. Si la fréquence baisse et que ça ne correspond pas au profil du couple que vous voulez, je vous laisserai tirer les conclusions et les décisions qui s'imposent. Mais rien n'autorise à obliger à son conjoint de faire l'amour, d'avoir un rapport, de faire ce que l'on veut dans un rapport, même s'il accepte de faire l'amour, de faire des choses que l'on voudrait, mais pour lesquelles on sent qu'il est récalcitrant. Rien ne doit jamais être imposé à son conjoint. Et je voudrais finir avec les préliminaires, puisque cette question tombe aussi. Les préliminaires sont plébiscités par de nombreuses femmes qui disent qu'elles en manquent. Je vous regarde, messieurs. Apprenons les préliminaires. Je sais que c'est pas l'école, c'est pas vos parents qui vous ont appris à faire l'amour, vous avez inventé ça avec ce que vous avez supposé, et malheureusement parfois avec des films porno. Or, dans les films porno, je me souviens pas beaucoup, même si j'en ai pas vu beaucoup, mais je me souviens pas que la place soit donnée considérablement aux préliminaires. Même dans les films qui sont pas porno, et je m'arrêterai, je pense, bientôt sur ce que nous apprennent les films, le cinéma sur la sexualité, eh bien la notion des préliminaires n'est pas vraiment très présente et plébiscitée. Pourtant, elle est demandée beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer. Posez la question à votre conjoint de savoir est-ce qu'il est satisfait ou est-ce qu'elle est satisfaite des préliminaires, est-ce qu'il ou elle préférait avoir des préliminaires plus longues, qu'est-ce qu'il voudrait qu'il soit différent dans les préliminaires, quels sont les apports qu'il aimerait qu'on apporte, les apports qu'il voudrait qu'on apporte dans les préliminaires.
Et je voudrais aussi parler des préliminaires comme étant parfois satisfaisants. C'est-à-dire qu'on peut faire l'amour avec ce qu'on appelle les préliminaires, mais qui ne deviennent plus des préliminaires, qui deviennent le plat de résistance. On va s'embrasser, se caresser, se toucher, sans qu'il y ait de coït, sans qu'il y ait d'éjaculation ou d'orgasme, juste parce que c'est bon d'être touché, c'est bon de se regarder, c'est bon de s'embrasser, de se sentir. C'est bon d'être là et d'avoir le contact des corps sans étape suivante. Et par conséquent, ce ne sont plus les préliminaires, c'est devenu le plat de résistance. Être attentif à tous ces éléments vous permettra de trouver la fréquence qui vous convient le mieux à vous, à votre conjoint, et puis évidemment d'aménager la vie du couple qui vous paraîtra la plus adaptée. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.